Envisionner une scène grandiose. Un homme solitaire sur une vaste estrade, sous des projecteurs tamisés, face à un public suspendu à ses lèvres, dans l'attente de cette voix mythique qui a fait vibrer des générations. Mais au lieu d'une mélodie limpide, un silence pesant s'abat. Les poumons se compriment, l'air se raréfie, et l'artiste, ce titan de la chanson française, s'effondre intérieurement. Nous sommes en octobre 2023, et Salvatore Adamo, figure intemporelle, est absent de son propre apogée. Pas de tournée éclatante, pas de célébration émouvante pour ses 80 ans à Bruxelles, ce retour symbolique qui devait rendre hommage à sa passion musicale et à ses racines belges. À la place, il est alité, les poumons oppressés par un édème pulmonaire, l'esprit tourmenté par des doutes profonds qui le consument comme jamais. J'avais l'impression de m'être évaporé, confiera-t-il plus tard dans une interview rare, empreinte de l'humilité qui le définit, celle d'un homme ayant livré son âme à travers des mélodies inoubliables, touchant des millions de cœurs, et se retrouvant soudain coupé de l'essence de sa vie, son public fidèle, ses admirateurs qui l'ont porté durant plus de 6 décennies. Ce mutisme imposé n'était pas une retraite choisie, mais une épreuve cruelle qui s'étira sur de longs mois interminables. Adamo s'isola du monde, loin des micros scintillants, des répétitions effrénées, des ovations enivrantes. À leur place, des traitements médicaux harassants, des déambulations solitaires dans des jardins paisibles où le vent chuchotait des souvenirs, et surtout, une introspection intense qui le plongea au cœur de ses angoisses les plus intimes. « J'ai tout questionné, absolument tout », avouera-t-il avec une franchise bouleversante. Chaque album qu'il avait créé représentait une mise à nu, un pari audacieux. Chaque concert était un équilibre précaire entre ferveur et fragilité physique. Dans cette période de repli forcé, il se demanda si l'heure du rideau final avait sonné, si ce concert avorté à Bruxelles marquait la fin d'une épopée musicale extraordinaire. Les doutes l'assaillaient, était-il temps de s'incliner? Son corps, fidèle compagnon de tant d'années, le trahissait-il enfin? Son esprit, jadis apaisé dans l'intimité des studios, luttait désormais contre une anxiété insidieuse qui s'immisçait dans chaque recoin de sa pensée. Mais, telle une fable de résilience, le vent tourna. Contre toute attente, en juin 2024, Adamo retrouva la scène légendaire du Grand Rex à Paris. Ce ne fut pas un simple récital, ce fut un marathon de plus de 2h20, un spectacle qui laissa les critiques ébahis et les fans submergés par une émotion brute. Sa voix, revenue, portait les stigmates des épreuves, mais restait sincère, vulnérable, profondément humaine. Ce retour transcendait la victoire sur la maladie, c'était une confession intime, un instant où Adamo, pour la première fois en une carrière illustre, laissa entrevoir qu'il ne pourrait peut-être pas chanter éternellement. Son corps, jadis robuste face aux rigueurs des tournées mondiales, réclamait désormais du répit. Son esprit, autrefois serein face aux défis, affrontait l'anxiété avec une honnêteté nouvelle. Il évoqua même son futur album, intitulé provisoirement Des fleurs et des groseilles, comme un possible adieu au monde, une œuvre ultime qu'il souhaitait irréprochable. Je veux offrir quelque chose dont je sois fier, pas un album superflu, pas un adieu larmoyant, déclara-t-il avec une prudence teintée d'une flamme intérieure inextinguible. Pourtant, même dans cette retenue, une vitalité saisissante perçait. Son agenda, vidé par la maladie, se remplissait à nouveau de projets audacieux. L'homme qui, naguère, peinait à respirer sur scène collaborait désormais avec Stéphane Eché sur un album ambitieux de 16 à 18 chansons, explorant une mosaïque de styles, insufflant une énergie nouvelle tout en célébrant son passé glorieux. C'était une ode à ses racines, à ses fans, mais peut-être aussi un murmure d'adieu, un clin d'œil poétique à une carrière qui avait tout donné. L'ironie suprême? Adamo n'avait jamais semblé aussi vibrant, aussi débordant de créativité, qu'en évoquant l'idée de s'arrêter. Ce silence oppressant, ce vide abyssal dont il avait émergé transformé, devint le couplet le plus poignant de la symphonie de sa vie. Il n'avait pas fui les épreuves, il les avait transmutées en art, en inspiration, prouvant une fois encore sa résilience légendaire. Passons à une légende qui a enflammé les imaginations, une anecdote presque poétique illustrant le pouvoir ensorcelant de la musique d'Adamo. En 1964, alors que la Belgique vibrait de festivités royales, tout commença. Parmi les invités d'un gala prestigieux figurait la gracieuse princesse Paola Ruffo di Calabria, épouse du futur roi Albert II, une femme au charme magnétique qui captivait tous les regards. Et parmi les artistes conviés, un jeune Salvatore Adamo, déjà propulsé par des succès intemporels comme Tombe la neige et Vous permettez, monsieur, des chansons mêlant tendresse et mélancolie avec une voix veloutée et une humilité conquérante. Ce soir-là, il interpréta Dolce Paola, une sérénade délicate empreinte d'admiration et d'un désir romantique subtil, presque candide.
Les médias de l'époque s'emparèrent de cette histoire comme d'un joyau. Était-ce une simple offrande musicale ou une audacieuse déclaration? Pourquoi dédier une chanson à une princesse royale sans une intention cachée? Adamo, inspiré par l'élégance envoûtante de Paola, insista toujours qu'il n'aurait jamais osé chanter sans son aval tacite. Elle m'a demandé « C'est pour moi ?» Et j'ai répondu « Sans votre permission, je n'aurais jamais osé », racontera-t-il des années plus tard avec un sourire espiègle, révélant une facette malicieuse sous son allure posée. De cet échange fugace naquit une légende urbaine qui traversa les décennies, alimentant les rêveries collectives. Les unes des journaux s'enflammaient, Paola et Salvatore, une romance royale. Les gros titres fantasmaient sur des rencontres clandestines, des promenades complices. La presse internationale, avide de scandales princiers, peignait Adamo en troubadour audacieux capable de faire chavirer une reine. Tout cela, à cause d'une mélodie ensorcelante et d'un instant d'alchimie humaine. Au départ, Adamo s'en amusait, presque flatté par cette attention inattendue. C'était si bien écrit que j'ai failli y croire, plaisantera-t-il dans des interviews, avec cette légèreté masquant une profondeur émotionnelle. Mais bientôt, cette rumeur devint un fardeau, un poids invisible l'accompagnant partout. Où qu'il aille, aéroport bondé, salle de concert vibrante ou réception mondaine, les journalistes posaient des questions indiscrètes, parfois intrusives. Les paparazzis le traquaient, guettant le moindre signe d'une liaison royale. Était-il épris de la princesse? Allait-elle quitter le palais pour ce chanteur charismatique? Bien sûr, rien de cela ne se concrétisa. Il n'y eut ni idylle passionnée ni scandale retentissant, seulement le pouvoir d'une mélodie qui avait éveillé l'imaginaire collectif. Cet épisode révéla une vérité profonde sur Adamo, sa capacité unique à émouvoir, non seulement par sa musique, mais en ouvrant des horizons de rêve. Ses chansons ne se contentaient pas de divertir, elles invitaient à fantasmer, et parfois, ce fantasme déformait la réalité elle-même, tissant une tapisserie de mythes romantiques. Cet événement dévoila aussi le code émotionnel d'Adamo, un mélange subtil de romantisme et de sincérité. Ce n'était pas un showman calculateur en quête de titres sensationnels, c'était un idéaliste convaincu par la beauté des gestes simples, par la pureté du désir et les vérités subtiles derrière les mots. Écrire Dolce Paola n'était pas une stratégie marketing, c'était un hommage sincère dans une époque où de tels gestes portaient encore un sens profond, où la musique pouvait transcender les barrières sociales et royales. Quant à Paola, elle répondit avec une élégance charmante lors d'une émission télévisée belge « Je l'apprécie beaucoup. Il est romantique, il a une belle voix, et il est italien et belge. Il est tout », dit-elle avec une joie qui alimenta le mythe sans le confirmer. Pendant un instant, l'Europe entière s'éprit de l'idée de leur romance, emportée par un rêve tissé de ballades et de couronnes étincelantes. Pourtant, même si ce mythe refusait de s'éteindre, persistant dans les conversations nostalgiques, Adamo poursuivit son chemin sans l'exploiter ni le renier avec amertume. Il le laissa flotter, comme une chanson diffusée à minuit, évoquant des souvenirs doux amers. Cette attitude forgea sa force intemporelle, le rendant inoubliable pour des générations de fans. Car les histoires d'amour les plus marquantes sont souvent celles qui n'ont jamais vraiment existé, suspendues comme une note inachevée, invitant à une imagination sans fin. Tandis que la presse s'enflammait pour ses idylles fantasmées, Salvatore Adamo vivait une histoire d'amour bien réelle, mais discrète, profondément enracinée, loin des feux des projecteurs. Elle s'appelait Nicole Durand, et leur lien naquit non dans l'éclat des scènes internationales ou des galas somptueux, mais dans la simplicité quotidienne, une présence constante offrant un refuge au cœur d'un monde exigeant. Ils se rencontrèrent jeunes, bien avant que les scènes ne deviennent des arènes colossales et les foules assourdissantes, avant que la célébrité ne transforme chaque instant en spectacle. Alors que la carrière d'Adamo s'embrasait, Nicole choisit l'ombre, non par contrainte, mais par une décision consciente et respectueuse. Leur amour ne fut jamais un secret absolu, mais jamais affiché avec ostentation, comme pour préserver une bulle d'intimité dans un océan de curiosité publique. En 1966, ils officialisèrent leur union dans une cérémonie civile sobre à Liège, entourés d'amis proches et de famille, loin des flashs indiscrets. Mais Adamo, dans une innocence peut-être naïve, commit une erreur qu'il regretterait. En tournée au Chili, il annonça son mariage à la presse, pensant que l'agitation s'éteindrait avant son retour. Ce fut l'inverse, une tempête médiatique éclata. Les journaux l'accusèrent de trahison, de dissimuler son union pour préserver son image de séducteur romantique, ce poète célibataire adulé par des légions de fans. « Je croyais que ce serait accepté sans drame », confiera-t-il avec regret. « Vous auriez vu ce qu'ils ont écrit, des folies.
Certains tabloïds prétendirent que le mariage était une façade, d'autres évoquèrent des intrigues rocambolesques. Blessé par cette intrusion, Adamo choisit de se retirer du jeu médiatique. Avec Nicole, ils décidèrent, pour vivre heureux, vivons cachés. Ils bâtirent un sanctuaire à l'abri des regards, où naquirent leurs fils, Anthony en 1969 et Benjamin en 1980. Nicole devint le roc d'Adamo, gérant les coulisses avec une grâce infinie, préservant l'illusion du poète solitaire tout en protégeant leur union. Mais même les amours les plus solides ne sont pas à l'abri des tempêtes humaines. En 1970, à peine un an après leur mariage, Adamo fut emporté par une vague émotionnelle inattendue. Sur le tournage de l'Ardoise, il rencontra Annette Dahl, une actrice allemande dont la beauté et le talent bouleversèrent son cœur. Ce qui commença comme une collaboration professionnelle se mua en une liaison intime, discrète mais profonde, qui dura 9 ans. De cette relation naquit Amélie en 1979, un secret jalousement gardé pour la protéger des ragots. Lorsque Nicole découvrit cette liaison et l'existence d'Amélie, la douleur fut immense, un choc qui aurait pu briser leur couple. Pourtant, ce qui suivit éleva la légende d'Adamo au-delà de ses chansons. Au début, elle était dévastée, confia-t-il en 2010 avec une honnêteté poignante. Mais avec le temps, elle a accepté. Nicole aurait pu partir, mais elle choisit de rester, non par faiblesse, mais par un amour profond et une foi en la rédemption. Avec les années, elle accueillit Amélie dans leur famille, un geste d'une générosité rare. En 2004, une nouvelle alerte médicale d'Adamo brisa les dernières barrières. Il insista pour qu'Amélie soit pleinement intégrée, refusant de mourir avec des vérités tues. Nicole ouvrit grand la porte, faisant d'Amélie une part essentielle de leur vie. L'épopée de Salvatore Adamo, tissée de mélodies intemporelles et d'une humanité profonde, s'enrichit encore de chapitres méconnus qui captivent par leur authenticité et leur audace. Plongeons dans des facettes inédites de sa vie, des éclats de passion et de résilience qui continuent d'envoûter et de retenir l'attention des spectateurs, révélant un artiste dont l'héritage dépasse largement les scènes et les chansons. Un aspect fascinant, rarement évoqué, est l'engagement d'Adamo dans l'écriture de musique de film, un domaine où il a laissé une empreinte discrète mais marquante. Dans les années 1970, alors qu'il dominait les charts avec des tubes comme C'est ma vie, Adamo composa des bandes originales pour plusieurs films européens peu connus, notamment des drames intimistes belges et italiens. L'un d'eux, Un été à Palerme, 1975, un film indépendant réalisé par un cinéaste sicilien, comportait une partition originale d'Adamo, mêlant des accents folkloriques siciliens à des mélodies mélancoliques. Bien que le film n'ait pas connu un large succès, la musique, redécouverte lors d'une rétrospective à Palerme en 2023, a été saluée pour sa capacité à capturer l'âme des personnages. Dans une interview pour un festival de cinéma sicilien en 2024, Adamo confiait « Composer pour un film, c'était comme écrire une chanson sans paroles, laisser la musique raconter l'histoire. » Cette facette méconnue montre un Adamo explorateur, prêt à s'aventurer dans des formes artistiques nouvelles, captivant les spectateurs par sa polyvalence. Un autre épisode captivant concerne sa relation unique avec le Japon, où Adamo devint une icône improbable dans les années 1960 et 1970. Sa chanson Tombe la neige connut un succès fulgurant là-bas, devenant presque un hymne culturel. Ce lien ne se limitait pas aux ventes de disques. Adamo entreprit plusieurs tournées au Japon, apprenant même des rudiments de la langue pour s'adresser à son public dans un japonais hésitant mais sincère. Lors d'un concert à Tokyo en 1972, il interpréta une version de Tombe la neige avec des musiciens traditionnels jouant du koto et du shamisen, une fusion audacieuse qui émerveilla les spectateurs. Un article de Asahi Shimbun de 2023, célébrant le 50e anniversaire de ce concert, rapportait comment les fans japonais voyaient en Adamo, poète universel, capable de transcender les cultures. Cette connexion profonde avec un public si lointain, rarement mise en avant, montre un Adamo qui, par sa musique, construisait des ponts entre les continents, captivant par son universalité. Adamo s'est également distingué par son rôle de pionnier dans l'utilisation de la musique comme thérapie. Dans les années 1980, après son premier infarctus, il s'intéressa aux effets apaisants de la musique sur la santé mentale et physique. Il participa à des ateliers expérimentaux en Belgique, collaborant avec des psychologues pour créer des sessions où ses chansons, jouées à des fréquences spécifiques, étaient utilisées pour réduire le stress de patients en hôpital. Un rapport publié en 1987 par l'Université de Louvain notait que les mélodies douces d'Adamo, comme La nuit, avaient un effet mesurable sur la diminution de l'anxiété chez les participants.
Dans une interview pour la Libre Belgique en 2024, il expliquait « La musique m'a sauvé tant de fois, je voulais qu'elle sauve d'autres ». Cet engagement, rarement médiatisé, révèle un Adamo visionnaire, dont l'art transcendait le divertissement pour toucher le domaine du bien-être, captivant par son impact humain. Un autre aspect méconnu est son amitié improbable avec le peintre belge René Magritte, dont l'influence subtile se retrouve dans l'esthétique de certains albums d'Adamo. Dans les années 1960, alors qu'il vivait à Bruxelles, Adamo rencontra Magritte lors d'un événement culturel. Fasciné par l'approche surréaliste du peintre, il s'inspira de ses œuvres pour les pochettes de ses disques, notamment Un soir chez l'ami, 1968, où l'imagerie onirique évoque les toiles de Magritte. Dans une lettre inédite publiée dans une exposition à Mons en 2025, Adamo écrivait à Magritte « Vos tableaux m'apprennent à voir l'invisible dans l'ordinaire ». Cette connexion artistique, peu connue, montre un Adamo curieux, puisant dans d'autres formes d'art pour enrichir son univers, captivant les spectateurs par cette fusion inattendue de musique et de surréalisme. Enfin, une anecdote émouvante concerne sa redécouverte tardive de la photographie comme moyen d'expression. Dans les années 2000, alors qu'il ralentissait ses tournées, Adamo se mit à photographier les paysages de sa Sicile natale et de la Belgique, capturant des moments de vie quotidienne avec une sensibilité poétique. Ces clichés, souvent en noir et blanc, étaient exposés dans de petites galeries locales sous un pseudonyme, jusqu'à ce qu'une exposition à Palerme en 2024 révèle son identité. Les critiques louèrent son regard adamesque, capable de trouver de la beauté dans la simplicité, comme dans ses chansons. Dans un entretien avec l'Espresso, il confiait « La photographie, c'est comme écrire une chanson avec la lumière ». Ces images, montrant des ruelles siciliennes ou des ciels brumeux belges, captivent par leur intimité, offrant une nouvelle fenêtre sur l'âme d'un artiste qui n'a jamais cessé de créer. Ces révélations ont des musiques de films aux tournées japonaises, de la musicothérapie à l'influence de Magritte, jusqu'à la photographie, tisse un portrait encore plus riche de Salvatore Adamo, captivant par la diversité de ses passions et la profondeur de son humanité, invitant les spectateurs à redécouvrir un artiste dont chaque facette est une note d'émotion pure. Amélie, héritière du talent musical d'Adamo, porte une voix qui résonne de son père, touchant les âmes avec la même émotion. À travers elle, Adamo vit une continuité intime, loin des projecteurs. Nicole est la raison de notre survie, dira-t-il à Gala avec une gratitude infinie. Cette histoire, loin d'être un scandale, est une leçon de pardon, complexe et authentique, révélant un Adamo qui assuma ses failles et les transcenda en une résilience familiale profonde.